Premier président. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres de cette cour de séance, dans ce décorum de grand appareil, où la justice est honorée par la présence de ses distingués invités, je voudrais prendre un instant pour rendre hommage à l'un de ses plus illustres serviteurs, le premier président Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly ici présent. Sa sagesse nous a été très précieuse, rare un homme Qui inspire à tous et partout autant le respect et fait l'unanimité sur ses qualités intellectuelles, son humilité, sa bienveillance, sa gentillesse, sa générosité et son savoir-vivre. Monsieur le Premier Président, très prochainement, vous serez admis à faire valoir vos droits à la retraite. Profitez-en paisiblement, vous l'avez amplement mérité. Personne n'est irremplaçable, certes, mais certains hommes, à leur départ, laissent un vide parce qu'ils auront su marquer le pas, n'est en mesure d'assurer aux individus qui resteront en bonne santé toute leur vie ou qu'ils demeureront éternels. Le droit à la santé, disons-le, garantit les prestations de soins. Quoique difficilement supportable, il nous faut accepter que ces actes comportent des risques qui se traduisent parfois par des accidents, auquel cas les victimes, bien entendu, doivent obtenir réparation. En revanche, il est inadmissible au XXIe siècle que de certains manques d'infrastructures hospitalières, d'équipements de personnel de santé qualifié, et plus encore, en raison de la mauvaise répartition de ces moyens humains et matériels sur le territoire ou du fait de la crise. Consacrer les termes de réflexion de la personnalité des cours et tribunaux à la protection des usagers du système de santé publique, c'est prévu une oreille attentive à l'enjeu majeur de société portant en filigrane des questions de justice sociale et d'un effort profond qui interpelle toutes les sociétés contemporaines. Il est vrai que les actes communaux liés au fonctionnement des structures sanitaires individuelles ou collectives, souvent tragiques et toujours très médiatisés, se sont enchaînés Une fréquence effrayante, occasionnant encore avec plus d'acuité des critiques relatives aux insuffisances de notre système de santé. Malgré tout, l'analyse doit être lucide, sans passion ni complaisance, car la santé est beaucoup trop importante pour que la question soit traitée avec émotion. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, avant de parler à propos d'une chose, il convient de savoir ce que l'on nomme. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Selon elle, le système de santé est l'ensemble des organisations, des institutions, des ressources et des personnes dont l'objectif principal est d'améliorer la santé. Il englobe l'offre de soins des organismes publics et privés, ainsi que l'offre médico-sociale, et concerne la santé individuelle et la santé publique. Nous semble-t-il, l'épithète public lui est associé lorsqu'il s'agit de prendre en compte uniquement l'offre du secteur public. À ce titre, il correspond au service public de santé, sauf à préciser que des entités privées peuvent exercer des missions de service public. L'usager pouvant être défini comme celui qui a recours à un service public, nous retiendrons donc que c'est le malade ou le patient sollicitant des soins auprès d'un établissement public ou d'un établissement privé de santé exerçant une mission de service public. Quant à la protection, c'est la précaution qui consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité. Elle peut aussi signifier les moyens destinés à défendre un droit, une situation. Le droit à la santé est d'abord garanti par la Constitution, y compris les conventions internationales intégrées dans le préambule, qui affirme que la République doit veiller à la santé des populations et leur assurer l'accès aux services de soins.
Ensuite, la loi de 1998 portant réforme hospitalière, se faisant l'écho de la démocratie sanitaire, a codifié des droits du patient liés à sa dignité, sa liberté et à l'égalité de tous, comme le droit au consentement et à la vie privée, qui viennent conforter et renforcer les droits qui résultent des obligations déontologiques. Ce dispositif juridique a été étoffé par la suite pour tenir compte de l'éthique médicale, et la politique nationale de santé est présentée dans le Programme national de développement sanitaire et social, PNDSS. Mesdames, Messieurs, un bon niveau de protection permet d'assurer à l'usager des prestations de qualité et sécurisées, ce qui implique la continuité et la permanence des soins et suppose au préalable l'égal accès aux soins dans les conditions du service public. Au même titre, il lui garantit un recours juridictionnel effectif. Toutefois, nous n'insisterons pas sur le contentieux médical qui, il faut le reconnaître, est assez faible. Et de plus, le thème a été abordé à l'audience solennelle de l'année 2009. Les accidents médicaux ou liés au système de santé qui se multiplient sont les signes cliniques d'une pathologie endémique qui mérite une attention particulière. Quels sont les instruments mis en œuvre pour assurer la protection des usagers? Sont-ils efficaces? Comment les améliorer? Sans doute, il ne vous aura pas échappé que l'analyse sera fonctionnelle et descriptive, car, en dépit de la charte du malade, placardée sur les murs de tous les hôpitaux, c'est à croire que les usagers ignorent leurs droits, que les services hospitaliers les négligent et que le paternalisme médical résiste au changement, les soignants se complaisant à maintenir le malade dans l'ignorance. Aussi, le monde est en proie à des crises sécuritaires et migratoires qui impactent inévitablement un système de santé déjà conditionné par la rareté des ressources. En tenant compte de ce contexte, nous essaierons de faire des ressources humaines sur le territoire national et même entre le public et le privé. À cause du sous-effectif, la charge de travail supportée par une partie du corps médical est humainement insoutenable et cela est source de beaucoup d'erreurs. À cet égard, l'on ne peut manquer de relever ce paradoxe saisissant. Beaucoup de médecins ou autres professionnels de la santé sont au chômage et si nos universités offrent des spécialisations dans divers domaines de la médecine, elles accueillent quelques rares médecins sénégalais qui ont pu profiter d'une bourse publique. Le gouvernement a entrepris de corriger l'iniquité dans la cartographie sanitaire à travers plusieurs plans stratégiques. Malgré cela, des efforts financiers supplémentaires sont souhaitables. Des mesures incitatives pourraient encourager et motiver le déploiement de personnel dans les zones éloignées. Et pour valoriser toutes les ressources, y compris celles du privé, il serait bienvenu de s'inspirer de la réglementation sur l'installation des pharmacies. D'ailleurs, les médicaments sont indissociables des soins. Il est tout aussi impératif d'en garantir la disponibilité. Les structures publiques y comptent pour assurer leurs obligations de soins et approvisionner leurs usagers dans des conditions abordables. Hélas, les ruptures de stock sont persistantes en raison de carences dans l'évaluation et la planification des besoins, de la mauvaise répartition territoriale ou structurelle des produits et surtout de l'absence d'unités de production locales. S'il fallait encore en douter, la pandémie de Covid-19 a fini de convaincre de l'opportunité de maîtriser la production des besoins essentiels, à défaut de souveraineté pharmaceutique qui semble utopique face à la puissance des grandes firmes. Les officines privées constituent certes des alternatives. Malgré tout, leurs tarifs ne sont pas toujours à la portée des populations. Les plus démunis sont alors, par la force des choses, les plus exposés aux médicaments illicites dont le trafic se développe dangereusement. D'innocuité et de conformité aux normes de qualité
sont un facteur non négligeable de dégradation de la santé. S'appauvrissent davantage parce qu'ils sont malades et voient leur état de mal empirer du fait de la misère accrue. À tout le moins, cette dialectique de la misère et de la maladie, selon la formule du professeur de cardiologie Abdul la société, ouvrage très poignant sur notre organisation sanitaire, démontre que l'instauration d'un bon système de prévoyance sociale. Nous ne savons que trop bien que par manque de moyens, les gens renoncent à se faire soigner ou repoussent la consultation au plus tard possible. Pourtant, chacun a droit à un prévoyance sociale, effectivement, relève de l'éthique et de la justice sociale et implique en conséquence une assistance sociale adaptée à tout citoyen. Un système bismarckien instituant une protection sociale attachée au statut exclusivement aux agents de l'État et aux salariés du secteur privé formel. Nonobstant plusieurs politiques publiques, il est encore très éloigné du régime universel beveridgien. En langage plus trivial, la majeure partie de nos concitoyens de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'objectif des pouvoirs publics est d'atteindre la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030 par une stratégie de promotion des mutuelles de santé et de politique de gratuité. Une étude du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales a néanmoins. Il s'avère que les bénéficiaires de gratuité supportent encore des dépenses de frais, certaines formes d'ostracisme, que peu de districts de santé disposent d'un centre de dialyse opérationnel et d'un répertoire contenant les données. Plus encore, l'accès au centre ouvert est très limité parce qu'à défaut de moyens suffisants, il fonctionne par cohorte. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, imaginons un instant la situation des insuffisants rénaux et leurs proches qui attendent qu'une place se libère pour être éligibles aux soins. L'effectivité des offres de services et l'accessibilité géographique restent les sans oublier leur faible enrôlement dans les mutuelles de santé et les retards de remboursement des frais de prise en charge. Le gouvernement vise, dans chaque collectivité locale, l'installation d'une mutuelle de santé. Toutefois, les résultats attendus demeurent très modestes à cause d'un faible taux d'adhésion et d'un financement non maîtrisé. Accéder aux services de soins est une chose, bénéficier d'une prestation de qualité en est une autre. Protéger l'usager, c'est lui assurer la qualité et la sécurité des soins, leur continuité et avant tout respecter ses droits. Incontestablement, liberté, égalité et dignité sont un viatique sanitaire. L'hôpital, de jour comme de nuit, a l'obligation d'assurer un service d'urgence, d'accueillir et de soigner les malades sans distinction ou de leur trouver un lieu de soins adapté à leur état de santé. La seule condition étant, hormis les cas d'urgence, d'accomplir au plein. Sauf qu'il est de notoriété que ces formalités sont aussi financières, de sorte que ceux qui ne sont pas en mesure de payer n'ont pas en réalité accès aux soins. Même aux urgences, ceux qui ont eu l'infortune de s'y rendre le savent. N'est-il pas rare, à peine après avoir accueilli le malade, de demander gentiment à l'accompagnant de se rapprocher de la comptabilité? Il s'y ajoute que jusque-là,
Le nombre d'établissements sanitaires qui ne disposent pas de services d'accueil d'urgence reste considérable et il est regrettable que ce qui est et ses actes, même envers celui qui dénonce. Les ressources publiques limitées qui impactent les politiques de santé entraînent une pénurie de soins. Le Covid-19 a particulièrement mis en lumière ces restrictions dans l'offre médicale, ainsi que l'exigence d'y apporter des solutions. Mais avec les qui secouent régulièrement le monde, il faut aussi se préparer à la prise en charge médicale dans les situations exceptionnelles. S'agissant de la dignité, elle exprime l'idée que l'homme ne peut être traité comme un objet et d'une manière qui méconnaîtrait son appartenance à l'humanité. À cet effet, tout individu a le droit de recevoir des soins visant à sauvegarder sa vie, soulager sa douleur et apaiser sa souffrance. Le respect de la vie et de l'être humain constitue, en toutes circonstances, le devoir primordial du médecin, y compris dans le cadre de la recherche biomédicale. L'avortement et l'euthanasie, qui ont d'abord été interdits avant d'être admis par la communauté internationale, dans l'un et l'autre cas, au nom de la dignité, soulèvent quelques interrogations. Clairement, notre législation n'admet pas l'euthanasie. Seulement, l'organisation des soins palliatifs étant encore embryonnaire, les décès en dehors de l'hôpital, dans la solitude et la souffrance, sont de dures réalités de notre société auxquelles il faut. Le décret portant code de la déontologie médicale autorise l'avortement thérapeutique. Encore qu'il est légitime de douter que ce texte de portée réglementaire puisse valablement aménager un fait justificatif à l'infraction d'avortement prévue par le Code pénal. La question mérite d'être clarifiée. Pour l'heure, constamment, les mêmes profils de femmes issus des couches sociales les plus défavorisées sont condamnés pour avortement, voire pour infanticide. Allons-nous, mesdames, messieurs, continuer à croire que seuls les plus pauvres d'entre nous sont concernés par l'interruption volontaire de grossesse? Allons-nous continuer à ignorer la détresse des familles, particulièrement des femmes victimes de viols ou d'inceste? Si besoin en est, rappelons que notre pays, avec le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, s'est engagé à prendre, je cite, toutes les mesures appropriées en autorisant l'avortement médicalisé en cas de viol, d'inceste ou lorsque la grossesse met en danger la santé, la vie de la mère ou du fœtus. Fin de citation. Également, les problématiques relatives à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui ne doivent pas nous laisser indifférents, car plus proches de nos réalités sociales que nous le soupçonnons. Les soins ne sont pas incompatibles avec la liberté, bien au contraire. L'usager bénéficie d'un droit au libre choix de son praticien et de son établissement hospitalier qu'il est libre de quitter à tout moment. C'est le lieu de déplorer les pratiques de rétention de malades pour défaut de paiement de facture et de souligner que ce sont des dérives attentatoires à la dignité et à la liberté d'aller et de venir qui peuvent engager la responsabilité. Le consentement libre et éclairé du malade est une obligation très peu suivie par les soignants. Or, quoi de plus normal que de solliciter l'accord préalable de celui qui supporte le risque médical? Le consentement repose sur la pertinence. Sauf en cas de force majeure, le patient a droit à une information complète, intelligible et loyale sur son état de santé et sur l'acte envisagé. La charte du malade énonce qu'elle doit être accessible. Incomplète ou alambiquée, elle peut conduire au refus de soins alors même qu'ils sont nécessaires. De même, l'accès à son dossier médical
par l'intermédiaire d'un médecin de son choix est un droit du malade. Cependant, sans informatisation et sans médecin traitant, il est difficile à mettre en œuvre. Pour autant, le consentement n'est pas absolu. Selon la déontologie médicale, un assentiment n'est pas nécessaire en cas d'extrême urgence ou lorsque l'état de santé du patient ne le permet pas. En raison de la dignité attachée à l'être humain, nul ne peut en effet refuser des soins vitaux. Tout comme le don d'organes est interdit s'il met en danger la vie du donneur ou porte sur la totalité d'un organe vital d'une personne vivante. En outre, lors d'un accouchement, de la mère et de l'enfant, il nous apparaît utile de préciser que cette dispense n'exonère pas de la responsabilité pour faute personnelle ou de service, si ce n'est que cette faute ne pourrait résulter du seul fait que le consentement n'a pas été requis préalablement. Mais après tout, le plus essentiel, n'est-il pas de rechercher pourquoi, en l'état actuel de développement de la science et de la technologie, les anomalies de l'accouchement ne sont pas dépistées à temps? Par ailleurs, le Covid-19, encore lui, a relancé le débat sur les limites du consentement. La liberté doit-elle prévaloir ou peut-on, au nom de la santé publique, imposer un traitement aux citoyens? Jamais cette discussion sur le juste équilibre entre droits individuels et privés impose au personnel des établissements hospitaliers le respect du secret professionnel quant aux informations individuelles, médicales et sociales sur le patient. Mais la vie privée est-elle vraiment préservée si des actes médicaux les plus intimes sont pratiqués dans des salles communes, souvent dans des conditions où la confidentialité n'est pas strictement respectée, ou lorsqu'aucun protocole efficace ne permet de veiller à ce qu'une consultation ou des soins ne soient pas interrompus par une intrusion inopinée. Pourtant, il est basique de remédier à ces insuffisances avec simplement plus d'organisation et même sans coût supplémentaire. Fondamentalement, les soignants doivent comprendre et accepter que cette exaltation des droits du patient a pour finalité la qualité des soins, objectif essentiel assigné par la loi aux établissements hospitaliers. Le médecin doit être méticuleux aux conseils les plus éclairés et aux méthodes scientifiques les plus appropriées. Il doit soigner de manière consciencieuse, avec correction, courtoisie et compassion, dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité, sans négliger. Il suffit de fréquenter les hôpitaux pour constater que l'aménité envers le patient se perd de plus en plus. Qui ne s'est pas levé aux aurores pour ne rentrer chez lui que le soir, après avoir patienté des heures pour une consultation expéditive, alors qu'il est tellement simple de travailler suivant un planning pour épargner ces longues attentes aux usagers. Une fois le malade pris en charge, la chaîne de soins ne doit pas être interrompue. Toutefois, cette mission est loin d'être satisfaisante si en moyenne, il faut 6 matériel et l'équipement médical et technique sont inexistants, en panne, simplement obsolètes, ou que la formation continue des soignants est défaillante. Et quoi penser de la multiplication sinon que le système de santé, au même titre que l'éducation, ne peut sans conséquence sur le devenir de la nation continuer à souffrir de ces perturbations.
L'accueil est une réelle préoccupation. Point n'est besoin de convaincre que c'est le talon d'Achille de nos hôpitaux publics qui, il faut s'en offusquer, sont sympathiques ou à identifier le personnel médical, paramédical, administratif ou d'appoint. Personne n'ignore également que les risques d'infection nosocomiale sont accrus par l'état des infrastructures souvent élémentaires que la stérilisation, le changement de drap sale, le nettoyage des toilettes et des lits entre deux passages. Tout autant, les coupures d'électricité, du déficit d'équipement, de la non-disponibilité des médicaments ou autres produits essentiels est une source d'inquiétude. Est-il nécessaire de convoquer la réglementation sur les établissements? Le contrôle de la direction de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité. Tout cela, mesdames, messieurs, nous amène à cette autre interrogation. Les hôpitaux ont-ils les moyens de leurs ambitions? Ils sont organisés sous forme de bénéfices, doivent adopter une gestion inspirée des méthodes des entreprises privées, c'est-à-dire produire le meilleur au meilleur coût. Leurs ressources proviennent principalement des honoraires supportés par les malades sans aucun apport privé à leur fonds de dotation constitutif. Les États sont insuffisantes et de surcroît, ils n'honorent pas régulièrement sa dette. Des agents et des programmes de gratuité. Du reste, ce mode de gestion est-il compatible avec le service public hospitalier destiné à recevoir tous les malades, quelle que soit la gravité et la complexité de leur mal, et à prodiguer des soins qui sont de plus en plus lourds, coûteux et difficilement supportables financièrement? Force est de reconnaître que la situation financière déficitaire de la plupart des établissements publics de santé interroge nécessairement sur la viabilité de ce modèle. Monsieur le Président de la République, pour conclure, si tant est qu'on peut le faire sur un tel sujet, la politique de santé préventive et curative, ainsi que les efforts ont contribué à améliorer l'accès aux soins, l'espérance de vie, faire reculer le taux de prévalence de certaines pathologies. De même, le nombre de décès reste élevé et la percée de certaines maladies chroniques ou non transmissibles nous interpelle. La santé performante exige un mécanisme de financement solide, un personnel qualifié, des informations fiables sur lesquelles fonder décisions et politiques, une infrastructure bien entretenue et des moyens logistiques pour acheminer médicaments et technologies de qualité. À l'aune de ces critères, notre système de santé souffre encore de bien des maux qui ne peuvent tous être évoqués. Renforcer les ressources investies dans la santé, entre autres par la capitalisation de l'apport du secteur privé et surtout maîtriser le financement de certains programmes pour les rendre moins tributaires des contributions extérieures. La densification du contrôle des cliniques privées est plus que nécessaire parce que idem la réglementation de la médecine traditionnelle pour assainir un milieu gangréné par le charlatanisme. La santé publique mérite, à notre avis, plus de considération. Jacques Hardy l'a relevé. Nous semblons considérer que le rôle de notre système de santé est de soigner les malades, en oubliant qu'il devrait aussi nous aider à ne pas être malades, ou alors, le plus tard possible, et de la façon la moins maligne possible. Fin de citation. À cet effet, il faut porter une meilleure attention à l'alimentation,
l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Dans les pays pauvres, plus que partout ailleurs, il est crucial d'identifier les priorités dans le choix des politiques publiques et de cultiver la bonne gouvernance à tout point de vue, parce qu'autrement, ce serait un recommencement perpétuel. Les citoyens, quant à eux, doivent comprendre que le degré de satisfaction des droits économiques et sociaux dépend de leur niveau d'exigence. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, par-dessus tout, et je vais terminer par là, l'essence d'un bon système de santé, c'est l'humanisme. Et la question fondamentale à laquelle toute nation devra répondre est la suivante. Peut-on laisser mourir un homme de froid, de faim ou de maladie et reconnaître à la fois de votre aimable attention? Merci, Monsieur le conseiller référendaire Birame.